Salut les Wheeler Pro! Voici la seconde partie de l'update de la RS d'Oliger. Si vous n'avez pas encore vu la première partie sur le remplacement des roulements à billes et des flasques, le lien est ici. Dans cette seconde partie, nous allons nous concentrer sur la carte mère et son refroidissement. Donc voici une nouvelle carte mère pour une RS iTorque. Donc c'est le firmware interne qui est adapté aux caractéristiques du moteur. Donc comme vous pouvez le voir, le circuit imprimé est de couleur noire. Alors jusqu'à présent, il était vert ou éventuellement bleu. Donc la seule grosse nouveauté est la possibilité de mettre à jour le firmware en Bluetooth, donc via une application. Auparavant, chez Bego Gateway, si vous vouliez un nouveau firmware, il fallait remplacer la carte mère. Alors une mise à jour via un boîtier qui se connecte à la place du dongle Bluetooth est possible, mais alors compliqué à se procurer et difficile de savoir quel firmware installer en fonction de la révision de la carte mère. Sinon, pour le reste, rien de particulier, il n'y a pas de meilleur refroidissement parce qu'elle est noire, comme j'ai pu le lire sur certains forums. Donc cette carte mère est installée sur le nouveau refroidisseur, donc il est plus grand et avec des ailettes en plus. Et vous avez aussi un capot qui vient protéger l'électronique. Et je vous expliquerai pourquoi je n'installe pas ce nouveau refroidisseur. L'update comprend aussi un fusible à intercaler entre les batteries et la carte mère. C'est un fusible de 120 ampères destiné à protéger les batteries et la carte mère si elle se met en court-circuit. Alors malheureusement, la nouvelle carte mère et le parti fusible sont équipés en prise XT60, alors que la RS d'Oliger est équipée en XT90. Donc du coup, je vais remplacer les prises de la nouvelle carte mère et du fusible avec du XT90 anti-étincelle. Et pour finir, il y a aussi des capuchons pour venir boucher les passages de câbles au niveau de la coque. Donc j'ai déjà installé celui de l'autre côté. Donc nous verrons si cette carte mère est toujours compatible avec EUC World et DarknessBot. Oui, comme il y a la gestion de la mise à jour du firmware, j'imagine que le numéro de version doit être transmis par Bluetooth, ce qui peut perturber la communication. Et nous verrons aussi si l'application officielle prend déjà en charge la mise à jour du firmware. Dans notre vidéo sur les améliorations de la RS, j'ai mis 2 ventilateurs Noctua en remplacement du ventilateur d'origine, très bruyant et dont l'emplacement ici pouvait faire frotter les pales sur le corps du ventilateur. Donc si je mets le nouveau refroidisseur, je suis obligé de remettre le ventilateur d'origine. Comme dans le bas, il n'y a plus la place pour les Noctua, et aussi de couper le support de buzzer inutilisé, et donc de boucher le trou. Alors pour information, je précise, les fixations à la coque sont identiques entre l'ancien et le nouveau refroidisseur. La différence est sur la carte annexe, qui est plus courte sur la nouvelle carte mère, et donc l'ancienne carte annexe ne pourra pas être mise sur le nouveau refroidisseur. Et encore une information sur les RS actuellement vendus, il y a une encoche qui est découpée au niveau de la coque ici, afin de pouvoir mettre le ventilateur à cet emplacement-là et donc de ne plus couvrir la vis qui se trouve ici. Donc le fait de devoir remettre le ventilateur d'origine me gêne ainsi que pour Oliger, donc surtout au niveau du bruit. Donc comment améliorer le refroidissement des MOSFET tout en conservant le refroidisseur actuel? En remplaçant le pad thermique en silicone d'origine par des pads thermiques plus efficaces. Donc j'en ai parlé dans notre vidéo sur les améliorations de la Monster Pro, donc je vous laisse aller la regarder pour les explications. Donc pour montrer l'efficacité du pad thermique, ce qui n'est pas évident à montrer en conditions réelles, je vais mesurer la température de 2 résistances en boîtier TO220 installées sur un refroidisseur de MS3. Donc j'installe le banc de test et je vous reprends tout de suite.
Alors, la résistance de gauche est avec un pad silicone et la résistance de droite avec un pad Thermalite. Donc j'ai positionné les sondes du thermomètre sur les boîtiers avec 2 pinces pour avoir des conditions les plus similaires possibles. Donc la température T1 du haut correspond à la résistance avec le pad silicone et la température T2 correspond à la résistance avec le pad Thermalite. Donc les résistances de 5 ohms chacune sont mises en parallèle et je fais passer un courant de 1,5 A à l'ensemble. Et je laisse le montage 15 minutes, le temps que les températures se stabilisent. Donc ça y est, ça fait 15 minutes que ça chauffe, donc on voit que la résistance avec le pad thermique Thermalite a une température de pratiquement 8 degrés de moins que celle avec le pad silicone. Donc suite à cette expérience, je vais garder le refroidisseur actuel, les ventilateurs Noctua, et remplacer la carte mère avec les pads en mettant les pads Thermalite. Alors du coup, le capot de protection ne pourra pas être mis, mais de toute façon, je n'allais pas le mettre, car il fait augmenter la température mesurée par le MPU 6050, qui se trouve ici. Donc je rappelle, sur les cartes mères Bégodet, ce n'est pas la température des MOSFET qui est mesurée. Donc pour pouvoir installer la nouvelle carte annexe sur l'ancien refroidisseur, je vais devoir percer et tarauder 2 trous. Et je dois aussi remplacer les connecteurs XT60 par des XT90. Première étape du remplacement de la carte mère, déconnexion de l'ancienne. Donc tout d'abord, déconnexion des connecteurs batterie. Alors ne pas oublier de mettre sous tension pour pouvoir décharger les condensateurs de la carte mère pour éviter des petites mauvaises surprises. Et ici, précaution supplémentaire, j'ai mis du ruban adhésif sur le connecteur qui vient des batteries, parce que comme je vais la laisser ouverte un petit moment, donc même si de base il n'y a pas beaucoup de danger qui est de court-circuit, c'est une précaution supplémentaire. Allez, je vais commencer par les connecteurs du moteur. Alors pour ça, comme ils sont bien enfoncés, j'utilise une pince. Alors le truc, c'est pas de tirer, mais directement, mais de faire des petits mouvements de rotation. Comme ça, vous abîmez rien. Et hop, ça vient tout seul. Hop, une chose de faite. Ensuite, il va falloir dégager tous les connecteurs du cafeteur. Donc le cafeteur est utilisé pour éviter que les connecteurs s'enlèvent par eux-mêmes suite à des chocs ou des vibrations. Mais alors, une fois qu'il faut faire du SAV, c'est un peu galère. Donc, il faut y aller prudemment pour éviter de couper les câbles et autres. Surtout que là, ils ont mis le paquet sur le cafeteur. Donc, j'y vais. Et puis, je vais mettre la vidéo en accéléré pour que ce soit plus rapide. Allez, c'est parti. Alors, de temps en temps, il y a le partie plastique du connecteur mâle qui est normalement sur la carte mère qui vient avec. Bon, malheureusement, suffit de le remettre. Hein. Si j'y arrive, donc il y a juste 2 trous à viser avec les connexions qui sont sur la carte mère, qui sont elles restées sur la carte mère. Bon, on va utiliser une pince.
c'est plus facile. Et voilà, c'est remis. Alors pour ceux que ça pourrait inquiéter au niveau de la reconnexion, chaque prise a un nombre de connecteurs et une couleur qui est associé à un nombre de connecteurs et une couleur sur la carte mère. Donc là, par exemple, j'ai un noir de pin. Donc le noir de pin est ici. J'ai des jaunes de pin. Donc les deux jaunes de pin sont là. Et ainsi de suite. Donc il y a vraiment pour mes Noctua, donc j'ai mis moi-même un connecteur qui ne respecte pas le code couleur BGOD, qui vient se mettre je sais plus où, mais pas de problème parce que j'ai une photo sur l'implantation des connecteurs et à quoi ils correspondent. Donc je pourrais m'y reconnecter correctement. Allez, on continue avec le démontage de la carte mère avec son radiateur. Et je vais avoir besoin d'une pince coupante. On va virer le colson. Donc là, la carte mère est bien dégagée. Donc il y a 4 vis qui maintiennent l'ensemble carte mère et radiateur à la coque. Et voilà. Donc nous avons la partie des ailettes qui se trouve dans le passage de roue, qui profite du passage d'air pour avoir un meilleur refroidissement. Donc je rappelle pourquoi j'ai démonté l'ensemble carte mère et radiateur, parce que je vais devoir faire des trous. Alors, je pose ici que ce soit visible. Vous avez la carte fille là, qui est plus courte sur la nouvelle carte mère. Et donc, je vais devoir faire des trous dans l'ancien radiateur pour pouvoir la fixer. Donc, faire des trous et tarauder pour pouvoir mettre les vis. Donc, c'est pour ça que l'ancienne carte mère ne peut pas se mettre sur le nouveau radiateur parce que ici, vous avez le biais là pour venir se mettre dans le bas de la coque. Et donc, cette carte ici est trop longue. Elle viendrait jusqu'ici. Donc ça ne pourrait pas passer. On continue par le démontage de la carte mère, de la carte annexe du radiateur, donc l'ancienne version du radiateur. Donc là, c'est juste des vis cruciformes. Donc pour chaque MOSFET, il y a une vis. Donc vous avez 6 ici, 6 au milieu. 2 vis ici avec des intercalaires qui viennent tenir la carte mère et 4 vis pour la carte fille. Donc rien de bien compliqué à ce niveau-là. On dévisse. Alors attention, pour la carte mère en elle-même, vous avez 2 entretoises qui viennent d'ici dans le bas, 2 entretoises en plastique. Donc faites attention de ne pas les paumer. Donc je retourne pour faire tomber les vis. Hop, ça tombera pas plus bas. Ça tient bien avec le cafuter. Hop.
Alors, petit détail, sur la carte annexe, il y a des entretoises métalliques, mais qui sont soudées sur la carte, sur le circuit imprimé. Comme ça, au moins, il y a pas, on évite de les perdre. Allez, hop, ça c'est bon. Et je prends toutes les vis pour les mettre tout ensemble dans la boîte, éviter de les perdre. Encore une là. Donc voici le radiateur ancienne génération. Donc avec le même système d'ailettes. Donc on peut comparer la taille. Donc le nouveau radiateur est quand même plus grand aussi dans le bas, et vous avez les ailettes en plus dans le haut. Donc sur le nouveau radiateur, tout l'ensemble de cartes est plus basse. Donc si je les positionne, voilà. Et vous voyez que la carte annexe, ici, il y a le coin là qui dépasse un peu. D'où, sur la nouvelle carte, la carte qui est plus courte. Et donc du coup, sur l'ancien radiateur, si je positionne la nouvelle carte mère, donc pour la carte, la grosse carte, pas de problème. Par contre, pour la carte annexe, je déplace le connecteur, vous avez les trous ici qui n'existent pas, donc que je vais devoir créer. Donc j'ai remonté sommairement la nouvelle carte mère sur l'ancien radiateur, et je vais utiliser une mèche à bois, je vais centrer, pour pouvoir marquer les trous à faire. Alors pourquoi une mèche à bois? Parce qu'il y a une pointe pour éviter que ça dérape lors du perçage dans le bois. Comme ça, je suis relativement précis. Alors, je vérifie, ouais, c'est bien marqué. Alors, pour information, les vis utilisées, ce sont des vis en M3, donc diamètre 3 mm. Pour le perçage, du coup, c'est du 2,5 mm. Donc, j'ai déjà installé un foret sur ma perceuse. Et ensuite, je vais utiliser un tarot en M3 pour pouvoir faire les filetages et pour que les vis puissent se visser. Donc ça, c'est un tarot, en plus c'est de l'aluminium, donc il n'y a pas de problème particulier, mais c'est un tarot une passe. Habituellement, vous avez des tarots en 3 passes. Donc un premier tarot pour faire grossièrement le filetage, un deuxième tarot pour affiner le filetage, et le troisième tarot pour vraiment affiner de manière définitive le filetage. Donc habituellement c'est en 3 passes. Et là, celui-ci c'est en une passe, donc il doit, sur la longueur, il doit faire les trois phases. Allez, le tournevis il est là, on redémonte. Ah, pas assez dévissé. Voilà. Les entretoises, je les mets. Je mets les vis dans la boîte pour pas les perdre. Donc, pour être sûr de mon coup, je repère mieux mes repères. Pour éviter que mon fourré ne dérape, un petit coup de pointeau. Et c'est parti.
Donc les trous sont faits, sont frais aussi. Bon, mon fourré il doit pas être super aiguisé, hein. C'était un petit peu dur. Donc je nettoie et on passe à la phase taraudage. Donc pour le taraudage, alors je sais pas si ça va être lisible. J'essaierai de zoomer. Donc c'est bien du M3 qui correspond au type de filetage des vis utilisées. Donc on installe sur l'outil. Donc vous avez une forme carrée et que vous venez mettre dans l'outil pour qu'il soit coincé et vous venez serrer. Et ensuite il suffit de positionner le tarot et de démarrer bien vertical. Alors tout doucement, faut pas forcer. Faut que le tarot prenne dans la matière. Donc là c'est de l'aluminium, hein, donc c'est pas non plus de l'acier, c'est pas très dur comme matière. Donc une fois que ça commence à prendre, de temps en temps vous faites un retour arrière, un quart de tour, juste pour casser les copeaux qui se forment pendant le taraudage. D'ailleurs vous le sentez, hein, quand vous tournez un petit peu en arrière, à un moment donné, il y a une petite résistance, tac, tac, et ça passe. Vous voyez, aller tout doucement. Là, ça commence à bien aller. Et on va jusqu'au bout du tarot pour que le filetage soit bien. Donc là, ça y est, je suis passé. Vous voyez, ça tourne tout seul. Donc, un filetage de fait. Et on fait le deuxième. Et un deuxième filetage de fait. Donc si je prends une des vis utilisée pour fixer la carte mère, maintenant elle doit se lisser toute seule. Et voilà, rien de bien compliqué. Remontage ou montage de la nouvelle carte mère sur l'ancien refroidisseur. Donc comme pour la Monster Pro, j'ai intercalé ici au milieu des MOSFET, là, des pattes des MOSFET, j'ai mis un film plastique collé sur les côtés. Comme ça fait une isolation électrique supplémentaire, étant donné qu'il n'y aura plus le pad thermique en silicone entre les deux, donc même si le risque est faible, mais bon, c'est une précaution supplémentaire. Donc on va remonter l'ensemble, mais en utilisant, comme vu précédemment, les pads thermiques Tamarite. Et toujours un accent super. Donc j'ai découpé des bandes de pâte thermique pour couvrir 3 MOSFET à chaque fois, et ainsi de suite, parce que malheureusement la longueur totale ne permet pas de couvrir 6 MOSFET d'un coup. Donc je les positionne. Ça c'est la partie... Parce que ce côté-là, le côté bleu se décolle très facilement, mais alors le côté transparent, c'est un peu galère. Donc de base, les pads thermiques collent un peu. Donc ça permet de les positionner et qu'ils restent en place. Alors après, la partie la plus embêtante, c'est de décoller du plastique transparent. Une fois qu'on a réussi, ça va tout seul. Là, il faut que je repositionne mieux.
un peu galère. Hop. Voilà pour pour une partie. Voilà. Et pour le passage des vis, je vais utiliser, que j'ai normalement préparé et que je ne retrouve pas. Zut. Alors. Ah voilà, je t'avais bien rangé. Donc là, j'utilise encore un fourret pour percer, entre guillemets, le passage des vis dans le pad, dans les pads thermiques. Comme ça, il n'y aura pas de... Je crois que c'est peut-être plus facile d'utiliser l'arrière du fourret. Enfin, de la mèche. Comme c'est une mèche à bois. On va tester ici. Qu'est-ce que ça donne? Normalement, je dois avoir le... Ouais. C'est mieux. Ça fait un emporte-pièce. Donc, par contre, enlever la mèche, il faut y aller délicatement. J'ai deux petits morceaux qui sont... tomber sur le truc. Hop, c'est bon, c'est percé. Donc maintenant que les pads thermiques sont positionnés sur les MOSFET, on va remonter sur le radiateur, donc l'ancien radiateur. Alors, sur les vis, enfin, l'ancien montage, il y avait du cafuter qui servait de frein filet pour éviter que les vis ne se dévissent avec les vibrations ou les chocs. Donc, comme il y a des restes de cafuter sur le pas de vis, je ne vais pas risquer une réaction chimique en utilisant du vrai frein filet. Là, je ne sais pas du tout s'il y aura une réaction ou pas. Dans le doute, je vais utiliser pareil du cafuter que je vais mettre dans les trous de chaque vis. Comme ça, le filetage sera normalement fixé avec le cafuter. Allez, c'est parti. Donc, opération délicate, viser les trous. Alors, je vais essayer de centrer. Hop là. Donc, je positionne les trous soient à peu près en face. Voilà. Et on va commencer à remettre les vis. Alors, je ne serre pas, je positionne les vis aux extrémités. Comme ça limitera le fait que ça puisse bouger. Je mets les entretoises ici, parce que comme je n'ai pas encore serré, j'ai encore un petit peu de jeu. Alors, qu'est-ce qui se passerait si jamais je ne serre pas ou j'oublie une vis sur un MOSFET? Comme il ne sera pas bien en contact avec le refroidisseur,
la chaleur pourra pas s'évacuer beaucoup et donc il va exploser tout simplement. Donc il faut bien vérifier que toutes les vis soient mises et bien serrées. Alors il n'y a pas besoin de serrer non plus très fort, mais suffisamment pour que le MOSFET soit bien plaqué sur le refroidisseur. Celle-ci à serrer. Donc le cafeteur est bien débordé. Allez, on passe à la carte fille. En espérant que j'ai bien positionné les deux nouveaux trous. Ah, si peut-être que je mette un petit peu de frein filet. Voilà. Bon, à première vue, ça a l'air d'être bon pour le remplacement des vis. Heureusement. Je suis le cafeteur. Donc voilà, la nouvelle carte mère est installée sur l'ancien refroidisseur et pour parfaire le maintien des vis, on va remettre du cafeteur sur les têtes comme c'était avant. Comme ça, ça limite encore les risques de dévissage. Donc l'opération consiste à mettre du cafeteur sur la tête de vis et en contact avec la surface d'appui pour que ça maintienne l'ensemble par collage, en essayant de ne pas en mettre dans l'empreinte cruciforme. Mais ça, lors du démontage, c'est plus facile. Sinon, il faut commencer à enlever le cafeteur dans l'empreinte, c'est un peu galère. Ouais, que je reste un petit peu dans le cadre. Et la dernière. Et voilà. Donc l'opération suivante consiste à remplacer les prises XT60 de la nouvelle carte mère et du porte fusible, section fusible, par des XT90. Donc j'ai déjà enlevé les gaines thermorétractables qui protègent les soudures sur les XT60. J'ai mon fer à souder qui normalement est chaud. Oui. Et c'est parti pour dessouder déjà. Un fil. Et voilà. Donc les XT60 sont tous essoudés. Alors si jamais vous ne souvenez plus de dans quel ordre il faut mettre les prises entre mâle et femelle, le moyen simple c'est de se dire qu'il faut protéger l'origine de l'énergie. Donc ce qui vient des batteries doit être sur la prise la plus protégée. Et la prise la plus protégée entre les deux, entre la partie mâle et la partie femelle, c'est celle de la partie femelle. Donc ça doit toujours venir des batteries. C'est un standard en modélisme, en électronique et autres qu'on utilise ce type de prise. Donc cette prise mâle, qui est moins bien protégée, là il suffit avec un tournevis, là je peux toucher les deux connecteurs très facilement, doit aller sur l'appareil à alimenter, donc ce côté carte mère. Et ensuite, ça va venir ici
pour la partie fusible. Et là, j'ai un autre connecteur qui va venir se connecter sur la prise femelle qui est restée dans la roue pour côté batterie. Tout simplement. Alors, ne pas oublier de passer les capuchons, enfin les protections de soudure. J'ai normalement préparé des morceaux de gaine thermo-rétractable. Bon, la transparente, c'est pas super visible. Ah! Pas oublier de les passer aussi. Et on va souder les prises. Alors, vous avez aussi une normalisation que je centre ici. Vous avez le plus, un plus indiqué pour le côté positif et un moins pour le côté négatif. Là, parce que vous avez un détrompeur, donc normalement, il n'est pas possible de le mettre à l'envers. Et donc, moins, moins, plus, plus. Donc, j'ai mon protection de soudure en capuchon qui est mis, les gaines thermo qui sont passées sur les câbles. Je n'ai plus qu'à souder, donc ça va être dans ce sens-là. Donc, j'utilise une clé anglaise pour stabiliser la prise. Je regarde si j'ai suffisamment de mou. Oh, quoique je pourrais encore la... Je vais peut-être... Il y a plus de place que pour les XT60, donc je peux dénuder un peu plus. Alors, je vous montre pour illustrer. Que je zoome. Donc, si je soude là, je suis juste au bord, alors que je peux aller beaucoup plus profond. Donc, je peux presque enlever presque 8 mm. Hop. Alors, dans ces cas-là, j'étame les fils. Ouais, c'est dans le champ, oui. Ça aidera à la soudure. Donc, le plus, c'est bien ici. Si je le mets à l'envers, ça va pas aller. Je regarde ça, hop, c'est pas mal.
Voilà, tant que ça refroidisse un petit peu. Parce que là, si j'intercale, si je mets directement les gaines thermaux, comme c'est encore chaud, elles vont se rétrécir directement. Et donc, j'aurai pas forcément le temps de bien les positionner. Ah, j'ai réussi à le mettre aussi sur l'autre fil. Donc, tant que c'est mis, je vais en profiter pour rétrécir la gaine thermo. Donc la gaine thermo-rétractable, comme son nom l'indique, se rétrécit à la chaleur. Donc bon, j'utilise une petite bougie chauffe-plat. Alors il ne faut pas laisser super longtemps, sinon vous risquez de cramer la gaine. Mais avec la chaleur, elle va se rétrécir aux endroits et donc se coincer. Il faut que j'arrive à dégager. Là, c'est pas mal. Je centre. Bon, ça m'étonnerait que vous le voyez, mais bon. Croyez-moi sur parole, elle se rétrécit. Voilà, et ensuite, je mets la protection. Voilà, c'est assez dur à mettre. Donc, je m'embête pas, je fais ça à la pince. Jusqu'au clic à entendre, et voilà, c'est mis. Une de faite. Hop, voilà. Ouch. Voilà, les prises sont soudées. Bon, j'ai plus qu'à finaliser les gaines thermaux. Ah, mais c'est... Non, si, elle est là. Les gaines thermaux sur les prises de la carte mère et la deuxième du porte-fusible. Et puis, on va passer au remontage dans la roue directement. Donc, la carte mère est prête. Le porte-fusible est prêt aussi. Donc, on va remettre la nouvelle carte mère sur l'ancien refroidisseur dans la roue. Alors, je fais attention que le joint du passage du refroidisseur dans le passage de roue soit mis en place, ne pas l'oublier. Sinon, risque d'avoir des petites surprises à l'intérieur de la coque. Voilà, il est bien positionné. Et on la remet en place. Alors, on vise les emplacements pour les vis. Voilà. Donc, ce sont des vis à bois, Parker. Donc, il n'y a pas d'insert métallique à ces endroits-là, dans la coque. Oh, il faut que je fasse attention, là, j'ai un... Voilà. Un câble qui était passé sous le refroidisseur. Donc 4 vis à chaque extrémité, chaque coin. Voilà, donc il n'y a plus qu'à reconnecter l'ensemble. Donc pas compliqué, hein, le fil rouge sur le fil rouge, le fil noir sur le fil noir, il suffit de suivre les couleurs. Donc j'ai... Oh, zut. Premier problème, là, j'ai des câbles qui sont un peu trop courts. Bon, on verra ça après. Donc j'ai le fil rouge, le connecteur rouge de pôle qui correspond au bouton poussoir de mise sous tension. Le violet, je regarde sur le plan, qui correspond à au coupe-moteur, donc ce qui se trouve sous la poignée. Les deux jaunes qui sont pour les phares avant qui doivent aller ici, mais qui du coup
Comme ils sont pas positionnés pareil, ah, ils étaient plus par ici, donc c'est un peu court. Il faudra voir si j'arrive à récupérer un peu de mou. Le noir qui correspond au port USB. Alors, Donc là, j'ai deux connecteurs marrons, l'un ou l'autre, ils sont valables. Allez, on va prendre celui-là. Hop. Donc ensuite, j'ai les phases moteurs à connecter. Donc, pour s'y retrouver, vous avez sur les câbles des couleurs, donc vert, bleu et jaune. Alors malheureusement, c'est pas marqué sur les cartes mères. Je crois que j'ai déjà vu, mais c'est très, très rare. Donc j'ai un plan pour les connecteurs. Alors je vous le mets à l'écran pour que ce soit plus visible. Donc l'ordre dans ce sens-là, c'est vert, bleu et jaune. Vert, bleu et jaune. Et ça correspond déjà. Il suffit d'enfoncer. Et je mets bien ma protection pour éviter d'éventuels court-circuits. Donc il faudra positionner les câbles au mieux. Et ce câble ici correspond au capteur à effet Hall. Donc lui il se trouve ici. Alors je vais le passer. Comme ça je peux le passer entre les condensateurs et je viens le connecter. Même s'il fallu le connecter en premier. Et voilà. Donc ensuite, j'ai le ventilateur. Donc le ventilateur, il est de couleur bleue. Donc il se trouve ici. Donc là, sur le mien, là, il est de couleur blanche parce que j'ai équipé les Noctua par un connecteur. Donc je n'ai que des blancs, je n'ai pas de connecteur coloré. Donc je n'ai pas pu suivre la nomenclature des couleurs. Mais normalement, d'origine, ils sont bleus. Vous voyez que le ventilateur d'origine, le connecteur est bleu. Et donc ce connecteur-là vient ici. C'est pour faire la liaison entre l'avant et l'arrière au niveau des LED. Voilà. Donc il me reste juste les LED des lampes, des lumières avant, à voir si je peux récupérer un petit peu de mou là pour venir les mettre là. Sinon je vais faire une petite rallonge. Voilà. Allez. Je connecte la partie fusible. Alors, j'ai déjà expliqué dans une vidéo, dans ce connecteur-ci, vous avez une résistance sur les premiers millimètres de cette partie-là. Ce qui fait que quand vous connectez, il y a d'abord la résistance qui est en série dans ce circuit-là, et donc ça vient limiter le courant pour que l'appel de courant pour la charge des condensateurs soit moindre et donc éviter les étincelles. Donc avec ce type de connecteur, il suffit de brancher tout doucement pour que
la résistance fasse son effet, et ensuite vous enfoncez à fond tout doucement. Comme ça, vous évitez l'arc électrique quand vous branchez le connecteur quand il n'est pas équipé d'une résistance. Donc de ce côté-ci, je n'ai pas de résistance, donc il faut d'abord que je connecte cette partie-ci, et ensuite la partie vers l'alimentation de la carte mère. Si je fais l'inverse, c'est-à-dire je connecte d'abord ici, puis ensuite là j'aurai une étincelle. Donc attention. Alors je vais anticiper le passage. Donc j'espère que j'arrive à tout caser ici. Donc moment de vérité. Ah oui, pas d'étincelle. Tout est branché sauf le phare et on teste. Et ça s'allume. Alléluia. Bon, bah je vais regarder pour connecter les phares avant, voir si je peux récupérer un peu de mou là, parce que c'est peut-être aussi avec les serre-fils, les serre-flex que j'ai pas assez de mou. Je vais tout remonter. Je vais mettre du cafutaire sur les connecteurs et sur les vis qui maintiennent le radiateur, le refroidisseur à la coque, pour éviter que ça ne se desserre avec les vibrations et les chocs. Je vais continuer de remonter la roue et on se voit tout de suite pour la suite. Bon, finalement, pour les connecteurs du phare avant, donc pour les deux LED avant, j'ai pu tirer un petit peu pour récupérer un peu de mou et pouvoir les connecter à leur emplacement. Donc, tout est fixé, tout est recollé avec du cafutaire, le porte-fusible est installé ici, j'ai mis le capuchon sur le passage de câble. Donc là, il me reste plus qu'à remettre le capot, remettre la pédale, et puis on se retrouve pour faire la calibration de la roue. Alors, du fait que j'ai changé la carte mère, la calibration est à refaire, bien sûr. Donc ça y est, la roue est remontée, elle fonctionne. Donc du fait du changement de carte mère, il faut refaire une calibration. Parce que là, vous voyez, elle penche un peu, encore que... Ouais, elle penche un petit peu vers l'arrière peut-être. Donc pour faire une calibration, on va utiliser EC World. Comme ça, on va voir si ça fonctionne toujours avec. Du fait de la gestion de la numéro de version en Bluetooth pour la mise à jour via Bluetooth, on va voir si ça perturbe EUC World. Donc je suis déjà connecté, donc a priori pas de souci avec EUC World. Donc on va lancer la calibration. Donc je vais dans le menu de paramétrage, je vais dans Gyroroue et je vais dans calibration. Donc roue allumée. Je lance la calibration en appuyant sur début. Donc j'attends la série de 5 bips et la roue, le moteur n'est plus engagé. Donc je n'ai plus qu'à la mettre en position désirée pour la calibration. Donc là je vais la mettre sur ce support. Alors est-ce qu'elle est bien mise? Ici c'est pas top. Voilà. Donc je rallume. J'éteins la... Enfin, je ne l'avais pas éteint. Je rallume la roue. J'attends la fin de la série de bips très courts, jusqu'à temps qu'elle bip en permanence. Et quand elle bip en permanence, j'éteins la roue. Et maintenant, je peux l'enlever de son support. Je la rallume. Ah, les bips qu'on entend, c'est la connexion avec EUC World. Hein. Et donc là, normalement, la calibration est terminée. C'est tout simple. Donc, pas de problème a priori avec EUC World, donc DarknessBot, ça ne devrait pas poser de problème non plus. Donc, je vous propose qu'on regarde avec l'application officielle pour voir comment on peut faire la mise à jour.
Allez, maintenant on va regarder avec l'application officielle pour voir le numéro de version de la carte mère actuelle. Donc roue allumée, j'ai lancé l'application, je me suis connecté dessus. Alors une précision, pour aller voir la partie mise à jour, il vous faut créer un compte chez Bégodet, c'est obligatoire. Alors, là, pas super logique, mais pour aller voir la version et gérer les mises à jour, il faut aller dans personnel. Donc après vous êtes créé un compte. Et vous allez dans paramètres ici en bas. Vous avez la version, le modèle de la roue RS-C38. Alors pour que l'application officielle puisse faire les mises à jour, il faut être en 1.02 au niveau de l'application, hein. Vous avez ici vérifié les mises à jour. Donc malheureusement, elle n'est pas disponible sur le store de chez Android. Il faut télécharger un APK à récupérer sur le site officiel de Bégodet. Alors, je vous mets un lien dans la description. Et vous avez mise à jour du programme. Donc là, il faut sélectionner dans la liste, c'est pas automatique. Donc attention, par exemple dans le haut, vous avez RS-C38 Speed Show en miles par heure. Donc si vous voulez garder les kilomètres, ne sélectionnez pas cette partie-là. Et donc on va dans la partie du bas, donc RS-C38, donc c'est une high torque, donc le C38 correspond à la référence du moteur à la fin. Et on voit que je suis en GW 191 2001, donc ça c'est la version du firmware interne. Un petit erratum, parce que au montage, je me rends compte que je raconte quelques petites bêtises. Alors, à ma décharge, je découvre le fonctionnement de la mise à jour chez Bégodet en même temps que je tournais la séquence. Donc, d'où les petites bêtises. Donc, ce numéro de version qu'on affiche à cet endroit-là, c'est pas la version installée sur la carte mère dans la roue, mais c'est plutôt la version disponible côté serveur Bégodet. J'ai pas l'impression qu'on ait le numéro de version qui est installé dans la roue. Il n'y a peut-être pas de communication en Bluetooth de ce numéro de version. Donc ce sera confirmé plus tard. Donc je sais par exemple que Seba doit se procurer une carte mère de ce type-là aussi pour adapter EUC World. Donc on en saura peut-être plus à ce moment-là. Donc le chinois qui est écrit dessus, ça indique le numéro de version. Et ici, ça permet de lancer la mise à jour. Alors, je l'ai déjà fait auparavant, juste avant, en caméra off quand même. A priori, il n'y a pas de nouvelle version de proposée. Si je lance, vous allez voir. Donc j'ai des pourcentages qui s'incrémentent. La roue qui bip. La roue s'est éteinte. Donc normalement je peux revenir. Mais bon, comme j'ai perdu la connexion, je rallume la roue. Je me reconnecte. Et si je vais voir le numéro de version, je suis toujours en 191 2001. Donc a priori, il n'y a pas de numéro de version, de nouvelle version disponible pour cette carte mère. Donc là, en fin de compte, je viens de refaire une mise à jour de la mise à jour que j'ai déjà faite précédemment. Comme il n'y a pas de contrôle de la version déjà installée sur la carte mère, ben vous téléchargez, une fois que vous cliquez sur le bouton, vous téléchargez la version disponible sur les serveurs Bégodet et elle est uploadée directement sur la roue, sans aucun contrôle de ce qui est déjà installé. Allez, go go go, c'est parti pour mon trajet du boulot, donc 50 km au total, 25 allées, 25 retours. Donc avec la RS High Torque et la nouvelle carte mère Black et donc un nouveau firmware. Donc je rappelle, cette carte mère peut se mettre à jour via application. Donc on va essayer de voir si je remarque une différence de comportement. On va essayer de voir aussi s'il y a une différence de consommation. Et notamment, on va essayer de voir, du vent, on va essayer de voir si la tension minimale en fin de batterie a changé par rapport à
l'ancienne carte mère, donc un ancien firmware. Allez, c'est parti! Et je vous fais profiter du bruit du pneu, donc le Kenda. Pour pouvoir comparer l'ancienne et la nouvelle carte mère, j'ai roulé jusqu'au tilt-back batterie avec les deux. Dans les deux cas, la vitesse moyenne avant les bip batteries de 25 km/h. Avec l'ancienne carte mère, j'ai obtenu une distance de 54 km, une tension tilt-back batterie de 79 volts. J'ai rechargé 1591 Wh, ce qui donne une consommation de 29,4 Wh de kilomètre. Avec la nouvelle carte mère, j'ai parcouru une distance de 57 km, une tension tilt-back batterie de 78 volts et j'ai rechargé 1600 Wh, ce qui donne une consommation de 28 Wh du kilomètre. On voit que les distances parcourues, la consommation et tension de déclenchement du tilt-back sont très proches. Au final, je dirais qu'il n'y a pas d'évolution dans un sens ou dans l'autre entre l'ancienne et la nouvelle carte mère. Pour préciser, la tension par cellule du 0% de batterie, correspondant au tilt-back batterie, est de 3,25 à 3,3 volts. Les bip batteries commencent vers 5% de batterie. Il y a une évolution par rapport aux anciennes Gottway. Sur ma MS3 et ma MSX 84 volts, les bip batteries se déclenchent vers 15-20% de batterie. Concernant le comportement de la RS avec la nouvelle carte mère, j'ai constaté une meilleure linéarité dans la puissance délivrée. Alors, je précise, le comportement de la RS n'est pas complètement modifié. L'amélioration est subtile. Côté température, voici une comparaison du même trajet entre l'ancienne carte mère avec le pad thermique en silicone et la nouvelle carte mère et les pads thermiques Thermalright. La température est sur le graphique du milieu. On voit qu'elles sont plutôt proches, un peu plus élevées pour la nouvelle carte mère, mais la température à l'extérieur l'était aussi. On peut se demander pourquoi il n'y a pas un écart en faveur de la nouvelle carte mère et des pads thermiques Thermalright. Je rappelle que ce n'est pas la température des MOSFET qui est mesurée, mais celle du MPU 6050. Donc l'écart devrait se voir lors de températures plus élevées et en rapidité de refroidissement. En conclusion, on peut dire que le remplacement de la carte mère n'est pas très compliqué. Il faut juste avoir un peu de temps devant soi et être minutieux. Dans cette vidéo, une complexité a été ajoutée du fait que l'ancien refroidisseur a été conservé. Mais si le nouveau refroidisseur avait été retenu, il aurait fallu couper le support de buzzer et reboucher le trou. Mais si vous avez une RS récente, pas besoin de percer, tarauder des trous dans le refroidisseur ou de couper le support de buzzer. Un échange de la carte mère avec son refroidisseur suffit. Pour le comportement de la RS avec le nouveau firmware, il y a une amélioration sur la linéarité de la puissance délivrée, mais ça reste subtil. Pour les plus sensibles, le moteur siffle toujours. Mais la grosse nouveauté de cette carte mère est noire et la mise à jour du firmware par application via Bluetooth. Jusqu'à présent, Gottway Bégodet s'y était toujours refusé. D'ailleurs, les Perkin pour sa Sherman s'y met aussi, la mise à jour du firmware par application devrait arriver. Pour Bégodet, la mise à jour par application n'est pas encore parfaite. Il vaut mieux savoir ce que l'on fait. Par exemple, on n'a pas l'information de la version installée sur la carte mère. Il n'y a pas de confirmation que l'on veut bien faire la mise à jour. Tout n'est pas traduit dans l'application, 1.02, 1.03. Il n'y a pas de changelog du firmware proposé qui liste les améliorations. Il faut choisir le modèle de la roue dans une liste, ce n'est pas automatique. Et la mise à jour par application est uniquement disponible sous Android pour le moment. Mais on va pas se plaindre, ça coûte quand même moins cher que de remplacer la carte mère pour actualiser le firmware. Enfin, de manière générale, je vous recommande fortement de vous renseigner sur les firmwares avant de faire une mise à jour. Alors c'est valable pour toutes les roues et toutes les marques. Il peut y avoir des problèmes. Ne vous précipitez pas sur un nouveau firmware uniquement pour avoir le dernier si l'actuel vous convient. Par ces 2 épisodes sur l'update de la RS, j'ai aussi voulu vous montrer que les roues évoluent. Souvent, la réputation d'un modèle est faite lors des premiers tests et elle ne change pas malgré les évolutions apportées par les constructeurs. Donc, pensez à actualiser vos impressions. Et pour cette vidéo, j'ai filmé les séquences de bricolage car je me rends compte que pas mal d'entre vous ne savent pas comment faire. Alors du coup, ça rallonge beaucoup la vidéo. Indiquez-moi en commentaire si ce format plus détaillé vous convient. Et comme toujours, cette même zone commentaire vous appartient pour vos questions et réactions. À bientôt les rouleurs pro et roulez prudemment.
Et château de Versailles avec les travaux terminés. Donc, la réfection de l'église est terminée. Il n'y a plus l'échafaudage.